Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous m'écoutez et quelle est la température chez vous en ce moment. J'aimerais sentir l'atmosphère qui vous entoure pendant que vous écoutez cette histoire. Le brouillard d'automne enveloppait la gendarmerie de Mende comme un linceul gris. Émile Vauquelin, 42 ans, le visage marqué par des nuits sans sommeil, fixait la lettre posée sur son bureau. L'enveloppe jaunie portait un cachet de la poste daté du 15 septembre 1932. Il y avait 3 semaines. L'écriture tremblante était celle de son frère, Jules. « Émile, quelque chose ne va pas ici. Les gens disparaissent. D'abord le vieux Mercier, puis la famille Roussel au complet. Hier, c'était Marie Lavigne. On les cherche, mais on ne trouve rien. Pas de sang, pas de vêtements déchirés, rien. C'est comme s'ils s'évaporaient. Les anciens parlent d'une vieille malédiction, d'un pacte rompu avec ceux d'en bas. Je sais que tu ne crois pas à ces superstitions, mais Émile, j'ai peur. Il y a des bruits la nuit, des chants qui viennent de nulle part. Et cette odeur, comme de la terre fraîchement retournée partout dans le village. Si tu ne reçois pas de nouvelles de moi d'ici une semaine, viens, s'il te plaît. Jules. » Cela faisait maintenant 20 jours qu'Émile n'avait eu aucune nouvelle. Le téléphone du village ne répondait plus. Les 3 gendarmes envoyés en reconnaissance n'étaient jamais revenus. Et ce matin, le préfet avait signé l'ordre. Saint-Julien-des-Brumes était désormais zone interdite. Vauquelin, la voix du capitaine Mercier, le sortit de ses pensées. « Vous avez entendu l'ordre. Personne n'entre dans ce village, c'est clair. » Émile leva les yeux vers son supérieur. « Mon frère est là-bas. Votre frère est probablement mort, comme les autres. » Mercier posa une main sur son épaule. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas risquer plus d'hommes. L'armée prend le relais demain. » Cette nuit-là, Émile quitta la gendarmerie par la porte arrière. Dans son sac, une lampe à pétrole, son revolver réglementaire, 3 boîtes de munitions, des provisions pour 3 jours, et la lettre de Jules. La route vers Saint-Julien-des-Brumes serpentait à travers les Cévennes, entre des forêts de châtaigniers centenaires. À mesure qu'il s'approchait, le brouillard s'épaississait, transformant le paysage en un monde spectral. Les arbres prenaient des formes inquiétantes, leurs branches tordues comme des bras suppliants. À 3 kilomètres du village, Émile découvrit le premier barrage. Une simple barrière en bois avec un panneau « Zone interdite, danger ». Personne pour la garder. Il continua. Le silence était oppressant. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles. Juste le bruit de ses pas sur le chemin de terre et sa propre respiration. Puis il entendit quelque chose, un chant, faible, lointain, presque inaudible. Une mélodie étrange, ni vraiment triste ni joyeuse, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Des mots dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Émile accéléra le pas. Son cœur battait plus fort. Quand il arriva à l'entrée du village, le soleil commençait à décliner. Saint-Julien-des-Brumes apparut comme une vision d'un autre temps. Les maisons de pierre grise aux toits d'ardoise semblaient intactes, mais pas une lumière aux fenêtres, pas un mouvement, pas de fumée sortant des cheminées. L'église, au centre du village, se dressait comme un doigt accusateur vers le ciel gris. Émile s'approcha de la première maison, celle des Beaumont. La porte était entr'ouverte. Il la poussa du bout du pied, la main sur son revolver. « Il y a quelqu'un ?» Sa voix résonna dans le vide. L'intérieur était intact, la table mise pour le dîner, les assiettes encore remplies de nourriture moisie, des mouches mortes jonchèrent le sol. Sur le buffet, une photo de famille. Pierre Beaumont, sa femme Marguerite, leurs 3 enfants. Tous disparus. Émile fouilla méthodiquement la maison. Dans la chambre des parents, le lit était défait. Sur la table de nuit, un chapelet et une Bible ouverte, au livre de Job. Une phrase était soulignée au crayon. L'homme né de la femme vit peu de temps, rassasié d'agitation. Il continua sa tournée. Chaque maison racontait la même histoire. Vie interrompue brutalement, habitants évaporés. Pas de signe de lutte, pas de sang, pas de désordre significatif. Comme si les gens avaient simplement cessé d'exister. La nuit tombait rapidement. Émile décida de s'installer dans la mairie, un bâtiment solide avec une bonne vue sur la place du village. Il barricada la porte et alluma sa lampe à pétrole. Dans le bureau du maire, il trouva un registre. Les dernières entrées dataient de fin septembre. Des notes frénétiques, l'écriture de plus en plus désordonnée. 12 septembre. Albert Mercier n'est pas rentré de la forêt. Recherches infructueuses. 15 septembre. La famille Roussel a disparu pendant la nuit. Leur lit était vide ce matin. La porte verrouillée de l'intérieur.
20 septembre. 7 personnes manquent maintenant. Les survivants refusent de sortir la nuit. On entend des choses, des voix qui appellent avec les voix des disparus. 24 septembre. Ils sont venus pour le père Dubois. Nous l'avons entendu crier depuis l'église. Quand nous sommes arrivés, l'église était vide. Il y avait juste des traces qui descendaient. 28 septembre. Nous ne sommes plus que 12. Le sol tremble parfois, comme si quelque chose bougeait en dessous. La dernière entrée était presque illisible. 1er octobre. Ils savent nos noms. Ils les chantent la nuit. La phrase s'arrêtait là, le stylo ayant tracé une longue ligne noire en travers de la page, comme si le maire avait été arraché brutalement de sa chaise. Émile referma le registre, les mains tremblantes. Par la fenêtre, la place du village était plongée dans l'obscurité. Seule l'église se découpait contre le ciel nocturne. Et alors qu'il regardait, une faible lueur apparut dans le clocher. Puis une autre, et encore une autre, des lumières dansantes, comme des chandelles portées en procession. Le chant reprit, plus fort maintenant, plus proche, et dans ce chant, Émile reconnut une voix, celle de son frère Jules. Émile se figea, le souffle coupé. La voix de Jules s'élevait dans la nuit, mêlée à d'autres voix, formant une mélopée hypnotique qui donnait la chair de poule. Ce n'était pas possible. Jules ne pouvait pas comme ça. Il saisit son revolver et sa lampe, puis sortit de la mairie. L'air froid de la nuit l'enveloppa aussitôt, chargé de cette odeur dont Jules avait parlé dans sa lettre. De la terre fraîche, humide, presque fétide, une odeur de crypte. La place du village était déserte, pavée de pierres inégales qui brillaient sous la lumière de sa lampe. L'église Saint-Julien se dressait devant lui, massive, ses murs de granit sombre absorbant la lumière. Les vitraux étaient éteints, sauf ces lueurs qui dansaient à l'intérieur. Le chant continuait. Émile s'approcha, chaque pas lui demandant un effort de volonté. Sa formation de gendarme, sa raison, tout en lui criait de faire demi-tour. Mais c'était la voix de Jules, son petit frère. Le portail de l'église était entr'ouvert. Émile le poussa lentement. Le grincement des gonds résonna comme un hurlement dans le silence. À l'intérieur, une faible luminescence verdâtre émanait du sol. L'église avait été saccagée, les bancs renversés, les statues des saints décapités, l'autel fendu en deux. Mais ce qui glaça le sang d'Émile, c'était le trou. Au centre de la nef, là où aurait dû se trouver le chœur, un gouffre béant s'ouvrait dans le sol de pierre. Large de 3 mètres, ses bords irréguliers suggéraient qu'il avait été creusé ou qu'il s'était ouvert de lui-même. La lueur verdâtre venait des profondeurs, pulsant doucement comme un cœur. Le chant montait de là, et la voix de Jules était la plus claire de toutes. « Jules » murmura Émile, s'approchant du bord. Le chant s'arrêta instantanément. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel bruit. Émile braqua sa lampe dans le trou. Des marches avaient été taillées dans la roche, descendant en spirale dans les entrailles de la terre. Les parois étaient gravées de symboles qu'il ne reconnaissait pas, des cercles entrelacés, des figures géométriques impossibles qui donnèrent le vertige quand on les regardait trop longtemps. « Émile » La voix venait d'en bas, faible, lointaine, mais indubitablement celle de Jules. « Émile, descends, nous t'attendons. »« Jules » Émile cria dans le gouffre. « Jules, c'est moi, remonte. » Un rire, plusieurs rires, puis de nouveau la voix de son frère. « Tu ne comprends pas. On ne peut pas remonter, on ne veut pas remonter. C'est tellement mieux ici, tu verras. Qu'est-ce que tu racontes? Jules, qu'est-ce qui s'est passé? » Pas de réponse. Juste le chant qui reprit, plus doux, presque tendre. Une berceuse monstrueuse. Émile recula, le cœur battant. Il devait réfléchir, comprendre. Il fouilla l'église à la recherche d'indices. Dans la sacristie, il trouva les vêtements du père Dubois, soigneusement pliés sur une chaise. Ses chaussures étaient alignées devant, comme s'il s'était déshabillé avant sur le bureau du prêtre, un journal intime. Émile l'ouvrit à la dernière page. 23 septembre 1932. Que Dieu me pardonne. J'ai lu les vieux registres paroissiaux. J'ai découvert la vérité sur Saint-Julien. En 1632, il y a 300 ans exactement, une terrible famine s'est abattue sur la région. Les habitants de ce village, désespérés, ont accompli l'impensable. Ils ont fait un pacte. Dans les grottes sous l'église, là où les druides célébraient leur rite avant même l'arrivée du Christ, ils ont invoqué quelque chose d'ancien, de souterrain. Le pacte était simple.
prospérité et protection en échange d'offrandes. Mais pas des animaux, des hommes. Chaque génération devait offrir une âme. Pendant 3 siècles, le village a respecté le pacte. Les accidents dans les mines, les disparitions dans la forêt, les maladies qui emportèrent toujours quelqu'un à l'automne, ce n'était pas le hasard, c'était le tribut. Puis, il y a 50 ans, le dernier prêtre a refusé. Il a scellé l'entrée des grottes, béni l'église, prié pour que la malédiction soit brisée. Et pendant 50 ans, cela a semblé fonctionner. Mais cette année marque exactement 300 ans depuis le pacte original. Et celui qui attend en bas n'a pas oublié. Il réclame son dû, pas une âme, toutes les âmes. Je les entends chanter maintenant, les disparus. Ils m'appellent. Ils disent que c'est merveilleux en bas, qu'il n'y a plus de peur, plus de douleur. Juste l'union, l'appartenance, faire partie de quelque chose de plus grand. Je dois résister, je dois... Non, ce n'est pas vrai. C'est magnifique. Je comprends maintenant, je descends. Émile laissa tomber le journal, horrifié. Un culte, un pacte. Quelque chose sous le village qui réclamait des sacrifices. C'était de la folie. Ça ne pouvait pas être réel. Un bruit le fit sursauter, des pas, lents, traînants, venant du gouffre. Quelque chose remontait. Émile se précipita vers la nef, son revolver braqué vers le trou. La lumière verdâtre s'intensifiait, les pas se rapprochaient, et avec eux ce chant maudit. Une forme apparut dans l'obscurité des marches. Une silhouette humaine, se déplaçant de manière saccadée, comme une marionnette manipulée par des fils invisibles. C'était le père Dubois, nu, le corps couvert de boue et de cette substance verdâtre et phosphorescente. Sa peau était pâle, presque translucide, et dans la pénombre, Émile pouvait voir quelque chose bouger sous la peau, comme des vers ou des racines. Le prêtre leva la tête. Ses yeux étaient d'un blanc laiteux, sans pupille. Sa bouche s'ouvrit, et la voix qui en sortit n'était pas humaine. C'était un chœur de voix superposée, harmonieuse et terrifiante. « Émile Vauquelin, tu es venu, comme nous savions que tu viendrais. Reculez !» Émile arma son revolver, la main tremblante. « Ton frère t'attend. Il a tant de choses à te montrer, à te faire comprendre. » « Où est Jules? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Le père Dubois, ou ce qui avait été le père Dubois, inclina la tête avec un sourire béat. « Fait, nous ne lui avons rien fait. Nous l'avons libéré de la solitude, de la peur, de la mort. » D'autres silhouettes apparurent derrière le prêtre. Hommes, femmes, enfants, tous nus, couverts de boue, les yeux blancs, ce sourire béat aux lèvres. Émile reconnut certains visages d'après les photos dans les maisons, les Beaumont, les Roussel, Marie Lavigne, 23 personnes, tous les disparus, remontant lentement, inexorablement. « Rejoins-nous, Émile !» chantèrent-ils à l'unisson. « Rejoins-nous dans les profondeurs, où nous sommes tous un, où nous sommes complets. » Émile tira. La détonation explosa dans l'église. La balle frappa le père Dubois en pleine poitrine. Il ne tomba pas, il ne saigna même pas. Un liquide verdâtre suinta de la plaie, mais le prêtre continua d'avancer, son sourire intact. « Tu ne comprends pas encore, nous ne sommes plus chers, nous sommes plus, tellement plus. » Émile recula en tirant encore et encore. Les balles traversaient les corps sans effet. Les disparus continuaient d'avancer, leurs bras tendus vers lui, leurs voix fusionnant en ce chant hypnotique. Il se retourna et courut, sortit de l'église, traversa la place. Son esprit hurlait que c'était impossible, que rien de tout cela n'était réel, que ce devait être un cauchemar. Mais derrière lui, les pas traînants se multipliaient. Ils sortaient de l'église, ils émergeaient des maisons, de partout. Et alors qu'Émile courait dans les ruelles étroites du village, cherchant désespérément une échappatoire, il comprit une chose terrible. Jules ne l'avait pas appelé à l'aide. Il l'avait attiré ici, comme à pas. Émile courut jusqu'à perdre haleine, ses poumons brûlant dans l'air glacé. Les ruelles de Saint-Julien formaient un labyrinthe de pierres grises, chaque tournant identique au précédent. Dans sa panique, il avait perdu tout sens de l'orientation. Derrière lui, le chant continuait, pas pressé, pas agressif, patient, inéluctable, comme une marée qui monte. Il se réfugia dans une grange à l'orée du village, claquant la porte derrière lui et la barricadant avec ce qu'il put trouver. À l'intérieur, l'odeur du foin moisi et des outils rouillés. Un escalier en bois menait à un grenier. Émile y grimpa, s'effondrant contre une poutre haletant.
Son revolver était vide. 6 balles tirées pour rien. Il les rechargea avec des mains tremblantes, sachant pertinemment que cela ne servait à rien. Par une lucarne poussiéreuse, il observa le village. Les silhouettes pâles erraient dans les rues, cherchant méthodiquement, fouillant chaque maison. Elle ne courait pas. Elle n'avait pas besoin de courir. Elle savait qu'il ne pouvait pas partir. Émile remarqua quelque chose d'étrange. Toutes les créatures, il ne pouvait plus penser à elles comme des humains, semblaient converger périodiquement vers l'église comme attirées par un centre de gravité invisible. Puis elles repartaient, poursuivant leurs recherches. Elles sont connectées, réalisa-t-il, comme un seul organisme, une ruche. Il fouilla ses poches, retrouva la lettre de Jules, la relut à la lumière mourante de sa lampe. Chaque mot prenait maintenant une signification sinistre. Jules n'avait pas écrit cette lettre pour demander de l'aide, il l'avait écrite après avoir été converti, pour l'attirer. Un bruit en contrebas le fit sursauter, des coups lents, réguliers, contre la porte de la grange. Boum, boum, boum. Émile, la voix de Jules, juste en dessous. Émile, je sais que tu es là. Ouvre. Laisse-moi t'expliquer. Émile rampa jusqu'à la lucarne donnant sur l'arrière de la grange. En bas, un petit jardin envahi par les mauvaises herbes, puis la forêt. S'il pouvait atteindre les arbres, tu ne peux pas fuir, Émile. Nous sentons ton cœur battre, nous entendons ton sang circuler. Tu es tellement vivant, tellement seul. Les coups continuaient, plus forts maintenant. La porte commençait à céder. Émile n'avait plus le choix. Il ouvrit la lucarne, se laissa glisser sur le toit d'ardoise, puis sauta. La chute lui coupa le souffle, mais rien de cassé. Il se releva et courut vers la forêt. Derrière lui, un hurlement. Pas un hurlement de colère, mais quelque chose de pire, un cri de triomphe collectif. La chasse avait commencé. Émile s'enfonça dans les bois, branches griffant son visage, racines tentant de le faire trébucher. La forêt de châtaigniers était dense, primordiale, son canopée bloquant presque totalement la lumière de la lune. Il allumait sa lampe par intermittence, juste assez pour ne pas se perdre complètement. Mais où aller? Le village bloquait la route par laquelle il était arrivé, et tout autour des kilomètres de forêt et de montagnes. Il entendit un bruit d'eau, un ruisseau. Il le suivit, espérant qu'il le mènerait vers la vallée, vers la civilisation. Le chant le suivait, portant dans le vent nocturne, parfois proche, parfois distant, mais toujours présent, comme s'il jouait avec lui. Après ce qui sembla des heures, Émile découvrit quelque chose d'inattendu. Une cabane de berger nichée contre un rocher, vieille, délabrée, mais solide. Une cache possible. Il y entra prudemment. À l'intérieur, des outils, quelques couvertures moisies, un fourneau rouillé. Et sur un mur, des inscriptions, pas des graffitis modernes, des gravures anciennes, des symboles identiques à ceux qu'il avait vus dans l'église. Et entre les symboles, des mots en vieux français, presque illisibles. Ici repose la frontière entre deux mondes. Que nul ne franchisse le seuil, car ce qui dort sous la pierre réclame toute chair. Émile sentit son estomac se tordre. Cette cabane n'était pas un abri de berger, c'était un poste de garde, un avertissement. Il examina le sol. Au centre de la cabane, sous une couche de terre et de feuilles mortes, il découvrit une trappe en bois. Son cœur s'accéléra. Un autre accès aux grottes, une autre sortie. Il hésita. Descendre là-dedans était de la folie, mais rester en surface avec ces choses qui le traquaient n'était pas mieux. Le chant se rapprocha soudainement. Ils arrivaient. Émile prit sa décision. Il souleva la trappe et descendit l'échelle qui s'enfonçait dans l'obscurité. En bas, un tunnel naturel, partiellement effondré. L'air était vicié, chargé de cette odeur de terre et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, de vivant. Il referma la trappe au-dessus de lui et avança dans le tunnel, sa lampe projetant des ombres dansantes sur les parois de roches humides. Le tunnel descendait, toujours plus profond. Les parois devenaient plus lisses, presque polies. Pas par l'eau, par quelque chose d'autre. Puis il vit les premières racines. Non, pas des racines. Des veines, des structures organiques blanchâtres qui pulsaient faiblement, parcourant les murs comme un système circulatoire. Elles émettaient cette lueur verdâtre qu'il avait vue dans l'église. Émile comprit avec horreur qu'il ne marchait pas dans un simple tunnel, il marchait à l'intérieur de quelque chose de vivant. Le tunnel s'élargit en une vaste caverne, et là Émile découvrit la vérité de Saint-Julien-des-Brumes. Au centre de la caverne, une masse, immense, organique, pulsant comme un cœur gigantesque.
Des dizaines, des centaines de ces veines blanchâtres s'en échappaient, remontant vers la surface, se ramifiant dans toutes les directions, et sur cette masse, enchâssée dans sa chair translucide, des corps, les disparus. Tous, depuis 300 ans. Mais ils n'étaient pas morts. Leurs yeux bougeaient, leur bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement, absorbés, digérés lentement, leur conscience fusionnant en une seule entité collective. Et au centre de tout cela, Émile le vit. Jules. Son frère était à moitié immergé dans la masse, son torse encore visible, ses bras tendus comme en extase. Ses yeux blancs se tournèrent vers Émile, et son visage s'illumina de ce sourire béat. « Émile » Sa voix résonna dans la caverne, amplifiée par des dizaines d'autres voix. « Tu es venu, tu es enfin venu. »« Jules » Émile s'avança, les larmes aux yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Le conglomérat, l'ancien, celui qui dort sous la montagne depuis avant les hommes. Jules souriait toujours. Il est seul, Émile, si seul, depuis des millénaires. Il nous offre de ne plus jamais être seul, de faire partie de quelque chose de plus grand, de transcender la chair individuelle. C'est de la folie. C'est un monstre. Il vous tue. Non. Le chœur de voix explosa dans la caverne. Il nous libère. Plus de peur, plus de mort. Nous sommes éternels maintenant. Nous sommes un. La masse pulsait plus fort. Les veines s'illuminaient. Et Émile réalisa que le conglomérat s'était réveillé, qu'il était conscient, qu'il le regardait à travers des centaines d'yeux. Des tentacules, car c'était bien cela, émergèrent de la masse, s'approchant lentement d'Émile. Blanchâtres, couverts de cette substance visqueuse et phosphorescente. « Rejoins-nous, frère !» supplia Jules. « Rejoins-nous, et tu comprendras, tu ne seras plus jamais seul. » Émile recula, levant son revolver inutile. « Non, non, je ne... » Mais une partie de lui hésitait. Une partie de lui, épuisée, terrorisée, désespérée, se demandait si ce ne serait pas plus simple, plus de peur, plus de solitude, juste l'union. Le chant reprit, doux, hypnotique. Et dans ce chant, Émile entendit sa mère morte, son père, ses amis perdus. Tous l'appelaient, tous lui promettèrent la paix. Les tentacules se rapprochèrent, et Émile dut faire le choix le plus difficile de sa vie. Le moment sembla se figer. Les tentacules à quelques centimètres de sa peau. Le chant enveloppant son esprit comme un brouillard chaud. Le sourire de Jules, si paisible, si serein. Ce serait tellement simple. Puis Émile sentit quelque chose dans sa poche. Dur, métallique. Les cartouches supplémentaires de son revolver, et avec elles, un autre objet qu'il avait pris à la gendarmerie dans sa précipitation. Un briquet à essence, pour les lampes. Son esprit s'éclaircit d'un coup. Le chant perdit son emprise. Il regarda autour de lui avec des yeux neufs, les veines qui parcouraient les murs, l'air vicié, cette substance visqueuse et phosphorescente qui recouvrait tout, inflammable. Émile recula brusquement, évitant les tentacules. « Non !» cria-t-il, autant pour lui-même que pour Jules. « Je refuse !» Le chant se transforma en un hurlement collectif de frustration. Les tentacules fouettèrent l'air avec violence. Le conglomérat comprit qu'il perdait sa proie. « Tu ne peux pas fuir, Émile !» La voix de Jules était maintenant déformée, monstrueuse. « Tu es sous la montagne, il n'y a pas d'issue. » Émile courut, pas vers le tunnel par lequel il était venu, il était maintenant bloqué par une masse de tentacules, mais vers une fissure dans la paroi opposée, une faille naturelle, étroite, que le conglomérat n'avait pas encore complètement envahie. Il s'y engouffra, se tordant dans l'espace exigu. Derrière lui, les tentacules se pressaient, trop larges pour le suivre. Mais le conglomérat grondait et tout le réseau de grottes tremblait. La fissure déboucha sur un autre tunnel, puis une série de cavernes interconnectées. Émile comprit qu'il se trouvait dans un vaste réseau souterrain qui s'étendait sous toute la région. Le conglomérat n'occupait qu'une partie, la partie centrale, mais ses veines se ramifiaient partout. C'est ainsi qu'il se nourrit, réalisa Émile. Les racines... Elles remontent jusqu'au village, jusqu'aux maisons. C'est pour ça qu'on ne trouvait jamais les corps. Il les attirait directement dans les profondeurs. Il courut pendant ce qui lui sembla une éternité, son souffle résonnant dans les tunnels. La lampe à pétrole faiblissait. Bientôt il serait plongé dans le noir absolu. Puis il entendit un bruit différent. De l'eau. Beaucoup d'eau. Le tunnel s'élargit en une immense caverne dont il ne pouvait voir le plafond. Au centre,
Une rivière souterraine, large et tumultueuse, disparaissant dans un gouffre. Mais ce qui attira son attention, c'était ce qui se trouvait sur les rives. Des ossements, des milliers d'ossements, certains récents, d'autres anciens, réduits en poussière. Et parmi eux des objets, des armes rouillées, des bijoux, des pièces de monnaie de toutes les époques. Des Romains, des Gaulois, même plus anciens. Combien de temps cette chose se nourrit-elle? Un grondement secoua la caverne. Des veines du conglomérat commençaient à ramper le long des murs, converguant vers lui. Il pouvait sentir la rage de l'entité, sa faim. Il avait été patient pendant 50 ans, respectant le scellement de l'Église. Mais maintenant que le pacte avait repris, maintenant qu'il avait goûté à nouveau à la chair humaine, il ne laisserait pas sa proie s'échapper. Émile regarda la rivière. L'eau était noire, glacée, disparaissant dans les ténèbres. Mais c'était peut-être une sortie. Les rivières souterraines finissaient bien par ressortir quelque part, où elles le noieraient, ou l'écraseraient contre les rochers, où... Les tentacules étaient maintenant à 10 mètres, 5 mètres. Émile sortit son briquet et toutes ses cartouches. Il les vida de leur poudre, créant un petit tas au bord de la rivière, directement sur une des veines principales du conglomérat. « Jules !» cria-t-il dans l'obscurité. « Si tu m'entends, encore, si une partie de toi est encore là... » « Je suis désolé. » Il alluma le briquet. La flamme toucha la poudre. L'explosion ne fut pas énorme, juste assez pour enflammer la veine. Le feu se propagea instantanément le long du tissu organique, suivant le réseau comme une mèche. Le hurlement fut assourdissant. Pas un son, mais une vibration qui fit trembler toute la montagne. Le conglomérat brûlait. Toutes ses veines, tous ses tentacules, tout son réseau s'embrasait dans un feu verdâtre et toxique. Émile plongea dans la rivière. L'eau glacée le saisit comme une poigne de fer. Le courant l'emporta immédiatement, le faisant tournoyer dans les ténèbres. Il heurta des rochers, lutta pour garder la tête hors de l'eau, aspira de l'air quand il le pouvait. Derrière lui, des effondrements. Le feu avait fragilisé la structure même des grottes. Des tonnes de roches s'effondraient, scellant les tunnels, ensevelissant le conglomérat sous des milliers de tonnes de pierres. La rivière l'entraîna dans un tourbillon descendant. Il perdit conscience. Quand Émile ouvrit les yeux, le soleil lui brûlait le visage. Il était sur une berge rocheuse, à plusieurs kilomètres en aval. Son corps n'était qu'une masse de douleur et de contusion. Mais il était vivant. Au-dessus de lui, les Cévennes se dressaient, paisibles, et quelque part là-haut, Saint-Julien-des-Brumes. Il lui fallut 2 jours pour rejoindre la gendarmerie de Mende, se traînant à travers la forêt, délirant de fièvre et d'épuisement. Quand il arriva, le capitaine Mercier faillit ne pas le reconnaître. « Vauquelin! Mon Dieu, que s'est-il passé ?» Émile s'effondra. « Le village? Il faut sceller le village. » « C'est déjà fait. L'armée a dynamité les routes d'accès hier. » Mercier le soutint. Un tremblement de terre, toute la zone s'est effondrée. Saint-Julien n'existe plus. C'est juste un cratère maintenant. Émile ferma les yeux. « Fini. C'est fini. Votre frère... » commença Mercier doucement. « Mon frère est mort. » La voix d'Émile était plate, vide. « Ils sont tous morts. » On le soigna. On l'interrogea. Il raconta une version censurée de l'histoire. Explosion de gaz, effondrement, fuite à travers les grottes. Personne ne le crut vraiment, mais personne ne voulait savoir la vérité. Le village fut déclaré zone sinistrée. Les familles des disparus reçurent des certificats de décès. L'affaire fut classée. Mais Émile savait. Il savait qu'il n'avait pas détruit le conglomérat. Il l'avait juste blessé, forcé à hiberner à nouveau sous les tonnes de roches effondrées. Il savait que dans 300 ans, ou peut-être moins, quelqu'un creuserait au mauvais endroit, construirait au mauvais emplacement, éveillerait ce qui dormait, et le cycle recommencerait. Mende, décembre 1932. Émile Vauquelin ne retourna jamais à la gendarmerie. Sa démission fut acceptée sans question. Personne ne voulait d'un homme hanté dans les rangs. On lui versa une pension d'invalidité pour traumatisme psychologique consécutif à l'effondrement de Saint-Julien et on espéra qu'il disparaîtrait discrètement. Il ne disparut pas. Il s'installa dans une petite maison à la périphérie de Mende, d'où il pouvait voir les montagnes, d'où il pouvait surveiller. Les cauchemars le visitaient chaque nuit. Le chant, les tentacules, le sourire de Jules. Mais pire que tout, c'était le souvenir de cette tentation, de ce moment où il avait failli abandonner, failli se laisser absorber. « Une partie de moi le voulait », se répétait-il dans le noir. « Une partie de moi veut encore. » Il se mit à boire.
Pas pour oublier. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier, mais pour endormir cette partie de lui qui parfois, dans le silence de la nuit, entendait encore le chant et le trouvait beau. Les semaines passèrent, puis les mois. L'hiver s'installa sur la Lozère, recouvrant les montagnes d'un linceul blanc. Un jour de janvier 1933, un homme frappa à sa porte. La cinquantaine, costume sombre, une mallette en cuir. Il avait l'air d'un fonctionnaire, mais ses yeux avaient vu des choses. « Monsieur Vauquelin, je suis le docteur Armand Tessier. J'aimerais vous parler de Saint-Julien. » Émile voulut refermer la porte. « Je n'ai rien à dire. Lisez le rapport officiel. Le rapport officiel est un mensonge. » Tessier coinça son pied dans l'embrasure. Et nous le savons tous les deux. Quelque chose dans son ton fit hésiter Émile. Il laissa entrer l'homme. Dans son salon modeste, Tessier ouvrit sa mallette et en sortit des documents. Des photographies, des cartes, des coupures de journaux. Je travaille pour une organisation officieuse. Nous documentons des phénomènes que le gouvernement préfère ignorer. Il étala les documents sur la table. Des événements comme celui de Saint-Julien. Émile regarda les photographies. Un village en Bretagne, évacué en 1887, après que tous les habitants avaient été retrouvés, changés. Un hameau dans les Alpes, où, en 1901, on avait découvert un réseau de tunnels sous l'église. Un monastère dans les Pyrénées, abandonné précipitamment au XVe siècle. Ces choses existent, dit Tessier doucement. Partout en Europe, partout dans le monde, des entités anciennes, souterraines, qui se nourrissent de nous depuis des millénaires. C'est pourquoi me dire tout ça? Émile sentit sa gorge se serrer. C'est fini, le village s'est effondré. C'est fini pour l'instant. Tessier sortit une autre série de documents. Mais regardez, Saint-Julien en 1632, l'éveil précédent. 23 disparus alors aussi, puis en 1332. Même nombre, même schéma. Un cycle. Émile comprit. Tous les 300 ans. Exactement. Et chaque fois, l'entité est repoussée, scellée mais jamais détruite. Elle attend, elle apprend. Tessier se pencha en avant. Monsieur Vauquelin, vous êtes le seul à avoir pénétré dans les grottes et à en être ressorti. Le seul à avoir vu l'entité et à avoir résisté à son appel. Vos connaissances sont inestimables. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça, je comprends. Mais réfléchissez. Tessier referma sa mallette. Dans 300 ans, en 2232, quelqu'un d'autre se retrouvera face à cette chose. Ne voudriez-vous pas qu'ils sachent ce que vous savez, qu'ils aient une chance? Il laissa une carte de visite. Si vous changez d'avis. Après son départ, Émile resta longtemps à fixer les documents étalés sur sa table. Tous ces villages, tous ces disparus. Un réseau mondial de cultes et d'entités qui se nourrissaient de l'humanité depuis la nuit des temps. Combien, se demanda-t-il. Combien d'entre eux attendent sous nos pieds? Cette nuit-là, Émile prit une décision. Il commença à écrire. Tout, chaque détail de son expérience, les symboles sur les murs, la structure du conglomérat, la façon dont le feu l'avait blessé, tout ce qui pourrait aider quelqu'un, dans le futur, à combattre ces choses. Il écrivit pendant des semaines, des mois. Son manuscrit grandit, devint un volume épais, méticuleusement documenté. Mais au fur et à mesure qu'il écrivait, quelque chose d'étrange se produisait. Il se souvenait de plus en plus de détails. Des détails qu'il était sûr d'avoir oubliés. La texture exacte des tentacules, la symphonie complexe du chant, et surtout la sensation. Cette sensation de connexion, d'appartenance, de n'être plus seul. Il se surprenait parfois à dessiner les symboles de mémoire, à fredonner le chant, à ressentir du manque. Non, se disait-il en se frappant la tête. C'est dans ma tête. Ce n'est pas réel. Mais c'était réel, et il le savait. En juin 1933, 6 mois après l'effondrement de Saint-Julien, Émile reçut une lettre. L'enveloppe n'avait pas de cachet de la poste, pas d'adresse d'expéditeur, juste son nom, écrit d'une écriture élégante. À l'intérieur, une seule feuille de papier, et dessus un message. « Nous savons ce que tu as vu, nous savons ce que tu ressens, tu n'es pas seul. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir la vérité, rejoins-nous. Il y a d'autres comme toi. D'autres qui ont résisté, d'autres qui cherchent des réponses. Rendez-vous le 15 juin minuit, au vieux moulin près de la rivière Lot. Viens seul, ami. » Émile fixa la lettre pendant des heures. C'était un piège. Évidemment, les serviteurs du conglomérat, ceux qui avaient survécu d'une manière ou d'une autre, venaient le chercher. Ou c'était réel. D'autres survivants,
d'autres qui comprenaient. Le 15 juin, à minuit moins 10, Émile se trouvait devant le vieux moulin. Abandonné depuis des décennies, ses roues rongées par le temps. La Lot coulait paisiblement à côté, reflétant la lune. Il n'était pas armé. S'il voulait le tuer, il le tuerait. Mais il devait savoir. À minuit précis, 3 silhouettes émergèrent de l'obscurité. Une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs coupés courts, un vieil homme au visage buriné et un jeune homme, peut-être 25 ans, avec des lunettes rondes. « Monsieur Vauquelin. » La femme s'avança. « Je suis Isabelle Morel. Voici Jacques Fontaine et Pierre Duchamp. Nous sommes comme vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons tous rencontré des entités. Nous avons tous résisté. Le vieil homme, Jacques, alluma une cigarette. Moi, c'était en 1908 dans les Vosges, une mine qui n'aurait jamais dû être ouverte. Moi, en 1925, ajouta Pierre, un village de pêcheurs en Normandie, quelque chose sous l'océan. Et moi, l'année dernière, dit Isabelle. Paris. Les catacombes. Elle regarda Émile avec intensité. Nous connaissons votre histoire. Le docteur Tessier nous a parlé de vous. Tessier fait partie de votre organisation. Il nous aide. Il documente. Mais il n'a jamais fait face à une entité lui-même. Il ne peut pas comprendre. Isabelle s'assit sur une pierre moussue. Ce que nous ressentons. Ce manque. Émile sentit quelque chose se briser en lui. Vous aussi, nous entendons l'appel. Jacques hocha la tête, même des années après, même à des kilomètres de distance. Elles nous ont touchés, marqués. Une partie de nous leur appartient maintenant. Mais nous résistons, dit Pierre avec force. Nous nous soutenons. C'est pour ça que nous existons. Pour que personne n'ait à affronter ça seul. Isabelle tendit la main à Émile. Rejoignez-nous. Aidez-nous à comprendre ces choses, à trouver comment les détruire vraiment. Pas juste les repousser, mais les éradiquer. Émile regarda cette main tendue, ces 3 personnes qui comprenaient, qui savaient, qui portaient le même fardeau. « Il y en a d'autres » demanda-t-il. « D'autres survivants » ? Des dizaines, partout en Europe. Isabelle sourit tristement. « Nous sommes peu nombreux, mais nous existons. Les veilleurs, nous nous appelons. Ceux qui ont vu l'abîme et ont choisi de rester humains. » Cette nuit-là, Émile Vauquelin rejoignit les veilleurs. Il passa le reste de sa vie à documenter les entités, à aider d'autres survivants, à rechercher des moyens de les combattre. Il ne retourna jamais à Saint-Julien. Le cratère fut rempli de béton par l'armée en 1935, puis recouvert de terre. Mais il savait que ce n'était pas fini. En 1962, 30 ans après les événements, Émile était un vieil homme. Sur son lit de mort, entouré de jeunes veilleurs, il leur fit une dernière recommandation. N'oubliez jamais, ces choses sont patientes, elles attendent. Sa voix était faible. En 2232, le conglomérat de Lozère se réveillera à nouveau. Transmettez le savoir, préparez les générations futures. Nous n'oublierons pas, promit une jeune femme. Émile sourit, ferma les yeux. Dans le silence de sa mort, il entendit une dernière fois le chant. Lointain, apaisé. Et pour la première fois, il n'eut pas peur. La jeune archéologue s'appelait Claire Moreau. Elle était excitée. On venait de lui confier les fouilles d'un site exceptionnel découvert près de Mende. Un ancien village, effondré lors d'un tremblement de terre en 1932. Saint-Julien-des-Brumes. C'est fascinant, dit-elle à son équipe. Selon les archives, le village entier a disparu du jour au lendemain. 23 personnes, évaporées. Des légendes locales, répondit son assistant en haussant les épaules. Vous savez comment c'est dans ces régions isolées. Claire examina les anciens documents, des rapports de gendarmerie, des témoignages. Et un nom revenait souvent, Émile Vauquelin. Intéressant, il a écrit un manuscrit sur le village, conservé dans les archives départementales. Elle se promit de le consulter. Mais pour l'instant, les fouilles attendaient. Son équipe avait détecté d'étranges cavités sous le site. Des grottes naturelles, peut-être, ou des tunnels. Demain, ils commenceraient à creuser. Claire ne savait pas que dans un coffre-fort à Paris, une organisation appelée les Veilleurs venait de recevoir une alerte, que des hommes et des femmes se préparaient à converger vers la Lozère. Elle ne savait pas qu'elle était la 24e, que le compte à rebours avait recommencé, que sous ses pieds, dans les profondeurs, quelque chose s'étirait après un long sommeil, que le conglomérat avait faim, et qu'il se souvenait d'Émile Vauquelin, se souvenait de celui qui l'avait blessé, se souvenait et attendait sa revanche, à suivre dans 2232, ou peut-être plus tôt. Fin.